Merci d'être venus si nombreuses et si nombreux. Chaque année, donc maintenant, ça va devenir une tradition bien établie. On essaie d'avoir un temps fort dans ce festival consacré à quelque chose qui nous tient à cœur ici, localement. L'année dernière, on avait eu un très beau moment avec Mathieu Cos et Laurent Lubrano autour d'une dégustation de vin. Mathieu étant, outre un ancien grand rugbyman, un vigneron maintenant, puisque c'était les 5 sens. Cette année, le contrat naturel, notre terre. Donc c'était impossible de ne pas avoir cette causerie sur Garonne. Donc Jean-François, quand tu nous as proposé l'idée dans le conseil d'administration, on a évidemment sauté sur l'occasion. Vous connaissez tous le lien presque charnel qui unissait Michel Serres à la Garonne, qu'il appelait Garonne d'ailleurs, cette façon qu'on a dans le panthéisme ou dans le paganisme de personnifier en enlevant l'article défini, Gaïa, Garonne. Et donc je suis très content, Jean-François, que tu aies pris cette initiative et que tu aies réuni avec toi un magnifique aréopage pour nous parler de ce fleuve que finalement, je dois le dire, puisque moi j'ai grandi ici dans les années 90, ce fleuve que nous ne connaissons plus si bien. Alors qu'il a organisé la région économiquement, culturellement, historiquement, écologiquement. Nous lui avons tourné le dos, en partie, à cause de certains aménagements. Je pense notamment à cette terrible voie sur berge. Et je pense qu'il est maintenant temps de retrouver le contact. J'aime ce mot de contact avec le fleuve. Voilà. Et je pense que avec tes amis, tu vas nous y aider. Merci encore, Jean-François, et à toi le micro. Merci David. Et merci à vous d'être venus si nombreux à cette causerie consacrée à Garonne. Alors, un mot d'abord sur les intervenants que vous avez déjà découverts sur les brochures. Gilbert Cosculuella ne sera pas là. Il a des problèmes de santé qui l'empêchent d'être parmi nous. Il est vraiment de cœur avec nous aujourd'hui. Denis Marseille, qui parlera tout à l'heure d'abord sur l'écran, l'entretien enregistré, mais même en direct, puisqu'il commentera un document qui est déjà de l'histoire sur la pêche à la losque, telle qu'elle se pratiquait encore en 1987. Franck Ibanez, écologue, nous parlera de la faune telle qu'elle était en Garonne quand Michel est né, en 1930, et ce qu'elle est aujourd'hui, et les raisons qui ont conduit à cette évolution. Et Philippe Guimont, qui est un neveu de Michel, Philippe est un chasseur-cueilleur. Il est mais grand chasseur, grand pêcheur, et c'est un sage. Il va aborder la problématique très complexe de Garonne avec des sujets différenciés, mais dont on s'aperçoit rapidement qu'ils ont un lien très fort entre eux. Pas une tâche facile. Et puis, ça l'amènera à poser des questions précises. D'abord, à deux personnes qui ont accepté, et je les en remercie, de venir parler aujourd'hui, qui sont Jean Dionis, maire d'Agen. Il y a vraiment des questions qui lui sont clairement adressées. Alors, David, tu y es allé franco, là. Mais effectivement, sous les pavés, la plage, on peut tout à fait imaginer, ou plutôt, non, n'en parlons pas encore. Et puis, Jean-Louis Molinier, qui est le président de la Fédération départementale de pêche, qui va lui aussi se voir adresser des questions précises, parce qu'il y a ici des pêcheurs pour lesquels il y a des questions précises sur des poissons précis, et puis sur aussi nos inquiétudes diverses, et nous écouterons volontiers avec beaucoup d'intérêt. En même temps, sachez qu'à 5h30, nous devons décamper, et nous nous retrouvons ensuite pour
continuer ce débat dans l'Agora sur la place de la mairie. Soyez nombreux, si vous pouvez, à rester pour participer à ce débat. Et bien entendu, vous serez invités à poser des questions vous-même. À messieurs Dionis et Molinier, mais aussi aux intervenants, bien entendu. Voilà. Commençons par Michel Serres. C'est bien connu maintenant. Michel Serres avait conservé avec Agen un lien très fort, celui des exilés. Un lien très fort avec sa famille, notamment celle de son frère Claude, qui est bien représenté aujourd'hui. Avec le Sporting, dont il prenait le pouls chaque dimanche soir. Certains ici le savent bien. Mais aussi avec Garonne, pour laquelle il avait un attachement personnel et même, tu l'as dit David, charnel. Qu'il n'est pas facile de comprendre quand on n'est pas d'ici. Notre famille, qui sommes entre Stafford et Lectoure, nous parlions de Garonne comme d'une magnifique chose. Mais lui en parlait carrément comme d'une personne. Pas simplement de l'appellation Garonne au lieu de la Garonne, pas simplement pour ça. Et il n'y voyait pas une attitude littéraire. Il avait trop vécu à son chevet pour, une fois séparé d'elle, puisqu'il était parisien presque tout le temps, une fois séparé d'elle, il ne pouvait cependant pas en parler d'une façon détachée. Il n'en parlait pas de haut, comme on la regarde depuis un pont. Il était pour toujours à son niveau. Garonne était une artère supplémentaire de son corps. Écoutez-le dans Biogé. Dans mon corps coule Garonne. De la gare de ma ville de naissance, je sors les yeux secs, mais que je passe le pont de pierre et je pleure. Mes larmes léchées sentent la même eau sous moi fluidifiée d'elle quand j'avance en elle. Que je me blesse et le Tarn donne rouge sur ma peau qui saigne. Aneto, la source, déplore et sanglote Garonne qui épanche dans l'océan, accordouant ses larmes mêlées aux miennes. Mais je crois parfois qu'elle pleure de joie, comme moi. Dans mon organisme, les fluides en amont viennent de Garonne pour avaler vers elle. Ma vie glisse dans ce nœud coulant ou se visse dans ce tourbillon. Va mon temps et la vie passe, demeure ce tourbillon. C'est la mission du poète. C'est la mission du poète que de nous montrer les liens secrets qui nous relient aux éléments. Mauriac, cet autre Aquitain que son génie exila lui aussi, parlait ainsi de ses pins de Saint-Symphorien que, lorsqu'il revenait, il allait étreindre longuement, avouant qu'il aurait bien marié son christianisme avec le panthéisme antique, pour qui des divinités habitaient les arbres. Eh oui, c'est plus que de la littérature, notre rapport sacré à la nature. C'est même le sens de notre présence ici et du thème de ces journées. Si nous perdons le sens de cette parenté, de notre fraternité, de notre filiation avec Garonne, nous prenons le risque de la voir dépérir, comme une abandonnée. C'est aussi vrai avec la planète, et toutes les conférences vont l'évoquer. Qu'avons-nous fait du contrat de mariage? Où l'avons-nous mis? Faut-il le réécrire s'il n'est plus naturel de le vivre?
puisqu'il est question de fleuve, l'occasion est belle de parler de la langue de Michel Serres. D'autres le feront ces jours-ci, bien sûr. Le monde universitaire a été désarçonné par ce philosophe qui était aussi un scientifique, dont le style était très personnel, très littéraire, sans référencement et notes de bas de page systématiques. C'est une expression puissante, nombreuse, résolument musicale, où style et pensée font corps. C'est en fait une poésie au sens premier du terme, de poiein, faire, qui s'assimile et rejoint l'effort de la création, de la nature, au sens ce qui est en train de naître. On a aussi ce sentiment chez Claudel. La langue de Serres, c'est un fleuve qui chante et qui pense. Je lui ai posé la question, si tu devais recommencer ta vie, et immédiatement il a répondu, je serais compositeur. Il faut avoir ce mot à l'esprit quand on prend un de ses livres et qu'on a l'impression que ça nous dépasse. Il faut aussi écouter son chant. Il faut se laisser embarquer sur sa Garonne, parce que Michel est aussi un très grand poète. Le lien avec Garonne est inséparable chez Michel de la drague familiale, l'entreprise qui extrayait les graviers du lit du fleuve, et que certains ici ont vu et entendu fonctionner. Quand on entrait dans le bureau de Michel à Vincennes, on remarquait au mur une grande photo encadrée. Si vous voulez sortir 5 minutes, madame, ne vous inquiétez pas, vous pourrez revenir, revenir après. On remarquait au mur une grande photo encadrée, celle-ci. C'était aussi le fond d'écran de son ordinateur. C'est assez dire. Marie et Jean, et Xavier, les enfants de Claude, ils sont parmi nous, ont réalisé un montage de photos légendé d'explications montrant les étapes successives de l'activité de la drague, depuis l'extraction de la grave en Garonne jusqu'à son expédition dans les camions. On pourra retrouver ce montage sur le site des rencontres, n'est-ce pas Daniel, dans les jours prochains. Michel a travaillé, jeune, sur la drague, notamment pendant toutes les vacances. Hélène, sa fille, me disait hier que jusque dans le début des années 60, alors qu'il était déjà professeur à Clermont-Ferrand et qu'il redescendait avec sa famille pour les vacances, il était très impliqué dans la vie de l'entreprise aux côtés de Claude. Dans Ali Schatz, il a tenu à en parler, à décrire ce grand outil, ce grand appareil disparu, à nommer ses différentes parties, conscient qu'il était le dernier à employer ces mots. Et il ajoute, « Or, cette drague, notre femme, notre maîtresse, notre mère, notre fille, nous a donné le jour, nous a nourris, a comblé notre existence. Née d'elle, allaitée par elle, nous ne parlions que d'elle. Elle demeure dans mon âme comme ma compagne. Je ne passe pas de jour, encore aujourd'hui, sans une pensée vers elle. Je rêve d'elle plusieurs nuits par an. Je ne veux pas mourir comme mes parents, sans fixer dans le marbre les mots de son langage, sans réécrire, aveuglé par les larmes comme par un amour perdu. Avant-bec, sol, beffroi, puisard, treuil de papillonnage, longueuil, traversier, sablière et godet, benne, sapinou, mots plus expressifs pour moi que ceux de la philosophie. Décidément, il y a deux silences, l'absence de parole et de bruit, mais aussi l'impossibilité de partager du sens. J'ai pour destin
le deuxième. Désormais, avec qui échangerais-je des phrases où ces termes reviendraient? Même dans mon pays, je parle une langue d'outre-tombe. J'aimerais, Daniel, si tu pouvais nous envoyer la photo de Claude, son frère, que beaucoup, je pense, ont connu ici. Gilbert Cosculuella ne peut pas être parmi nous, je le dis tout à l'heure, pour des raisons de santé, mais nous allons visionner son témoignage. Il a eu, lui aussi, un rapport passionnel avec Garonne. Contemporain de Michel, il a chassé à la fronde avec lui dans les années 40. Mais il connaissait surtout Claude. Il pêchait dans les environs de la drague, et même parfois depuis la drague. Nostalgique d'une époque révolue, il nous parle surtout du lien qui unissait les Agenais et Garonne. C'est que les Agenais, qui avaient une relation très forte avec le fleuve, ne l'ont plus. Ils ne voient plus Garonne. Bon. Est-ce très important pour eux? J'affirme que oui. Ça l'a été pour moi, je ne vois pas pourquoi ça ne l'aurait pas été pour les autres. Si je comprends bien, on allait de la promenade du Gravier en pente douce jusqu'à la rive. Exactement. La rive de Garonne qui partait du pont-canal, il y avait plusieurs noms dans ces quais. À Toulouse, il y a 2 quais de chaque côté. À Bordeaux, pareil. À Agen, il n'y en a qu'un. La Guyenne, côté Agen. De l'autre côté, c'était de la verdure. Entre parenthèses, de la chlorophylle. Bon. C'est très joli aussi. Alors, il y avait plusieurs quais. Il y avait le quai qu'on appelait de la Ponte, qui allait du pont-canal au petit pont qui enjambait la Masse. Ensuite, il y avait la Ponte elle-même, des platanes, des ombrages, des hommes qui jouaient aux quilles, à l'époque, aux quilles. Et à droite, il y avait en pente douce le quai qui allait vers Garonne. Et cet endroit s'appelait, alors, de façon officielle, le quai des Lavandières. Mais, pour les Agenais et les cartophiles, collectionneurs de cartes postales anciennes, c'était les laveuses. C'est pas très joli, mais c'était des laveuses. Après ce quai des Lavandières, il y avait le quai Baudin. Un escalier qui descendait à un endroit où jadis, entre 1900 et 1920, il y avait un transport de marchandises et de voyageurs vers Bordeaux. L'escalier est toujours, mais amputé par la voie sur berge. Et ensuite, il y avait le gravier, le quai du gravier. Vertical, celui-là. Il n'y a jamais eu un accident, personne n'est jamais tombé, sans aucune protection, hein, j'ajoute. Et ce quai du gravier allait jusqu'à la rue Palissy. Et évidemment, le quai Palissy. Mais très court. Le quai Palissy, à un moment, les Agenais disaient le quai Lacuée, face à la caserne Lacuée, qui est maintenant la cité administrative. Voilà. Et puis, j'ajoute un petit bout, il y avait le quai Valence. Le quai Valence, c'était un morceau du quai Palissy, face au chemin qui conduisait à la caserne Valence, qui se situait, entre parenthèses, à une dizaine de mètres de la maison de la famille Serre. Et puis après, il y avait le pont de pierre. Voilà. Alors, tout ça a disparu, je te l'ai dit, avec cette fameuse voie sur berge. Mais j'ajoute que les Agenais, l'été, la seule chose à laquelle ils pensaient, c'était d'aller se rafraîchir au bord de Garonne. Moi, je vais utiliser un terme peut-être un peu excessif, mais je pense que Garonne, c'est une sorte de brumisateur géant, tu vois, où les gens venaient se rafraîchir. L'eau de Garonne était fraîche, elle n'est pas stagnante dans le fond. Et puis, la largeur du fleuve devait dégager un léger vent, une bise peut-être, ce qui est réconfortant. Garonne qui fait la bise aux Agenais, c'est pas trop mal.
Donc, les Agenais se précipitaient vers Garonne à partir de 6 ou 7 heures du soir jusqu'à 22, 23, 24 heures. J'ai même su que certains ne dînaient pas le soir, tellement ils étaient pressés d'aller là. Alors quand je dis Garonne, je vais carrément, même après le Pont-Canal, jusque bien après Beauregard, on allait vers le fleuve. Et tu Réfléchis. Il y avait à peu près combien de personnes comme ça qui allaient vers le fleuve Oh, alors là. le soir? Alors c'était pas quand même une foire, hein, mais c'était très fréquenté. D'abord, je vais te dire, il était très difficile de se relever les pantalons, les hommes, d'enlever les chaussures et de se tremper les pieds dans l'eau. Tellement il y avait de monde. Tellement, ben oui. On respirait, on parlait. Ah bon, et puis il y avait les marchands de glace. Et j'ajoute, pour le bien-être, il y avait un kiosque à musique. Et une société à Genèse qui n'existe plus, qui s'appelait La Lyre à Genèse, qui donnait des concerts. Alors c'était très prisé tout ça. Je t'informe, Jean-François, que depuis 1970, je ne suis jamais pu aller sur le gravier. Je n'ai jamais trempé ma ligne de pêche dans la Garonne. Pour moi, c'est terminé. Je dis la Garonne, hein, car il faut bien l'appeler par son nouveau nom. Tu te refuses à... Ben, je me refuse à à dire Garonne, mais oui. Parce qu'on me l'a assassiné. Si on revenait aux lavandières à Louis-Laveuse, est-ce que toi, tu l'as vu à Garonne? À Garonne, non. Encore que je ne l'ai pas vu. Mais il se trouve que, ben, tu le sais, j'étais là, 42, j'étais très jeune, mais le temps a passé. J'ai rencontré une charmante jeune fille, et en 1951, je l'ai épousée. Et ma belle-mère, qui habitait à un certain moment pas loin de Garonne, pas loin du Gravier, un endroit où il y avait eu le garage Peugeot, je crois, oui. Elle m'a certifié qu'elle, une fois, elle est allée laver son linge à la cale pas ici, en 1938 ou 39. Donc, quand même, tu vois. Mais moi, je n'en ai jamais vu. En revanche, à la porte du pain, alors ça, et pendant des années, je les ai vus, les lavandières, ou les laveuses. Il y en avait. Oui, oui, les Américains, je te le dis, quand ils sont arrivés en 1945, ils nous ont apporté le chewing-gum d'abord, les cigarettes, et puis après, les lave-linges, oui, et les frigos, mais pas de suite. Et mon Dieu, les pauvres femmes, c'était une atteinte à la dignité féminine, je trouve ça. Moi, se mettre à genoux dans l'eau par tous les temps. Bon, mais enfin... C'était pas un lavoir. Elle lavait dans la masse, à ciel ouvert. Si, il y avait le lavoir aussi. Ah, il y était, mais il était pris. D'accord. Mais elles étaient quand même à genoux. Jusqu'à quelle époque Alors, moi, je sais, avec des documents que j'ai un peu partout dans mon bureau, je sais qu'on a détruit, on a comblé la masse dans les années, début des années 60. Si on a comblé la masse, ben, fatalement, il n'y avait plus de lavandières. Donc, les lavandières ont disparu entre 55, peut-être, les années de 55 à 60. Je les ai vus longtemps, moi, mais je n'allais pas tout le temps à cette porte du pain, moi, j'appelle ça la porte du pain. Il n'y avait rien à la porte du pain. Il y a des allocations familiales, là, maintenant. Non, il n'y avait rien, c'est une place, on y faisait, il y avait un marché, là. C'était vide. Tu me disais que toi, tu es arrivé avec ta famille pendant la guerre et que la pêche et la chasse avaient aussi, à l'époque, une fonction très concrète pour aider à se non, mais alors là, tu viens de dire quelque chose qui est complètement erroné. La chasse, il n'y avait pas de chasse. Les Allemands avaient interdit les fusils. Il y a un film d'ailleurs magnifique, Le Vieux Fusil, avec Philippe Noiret et Romy Schneider, je ne sais pas si vous l'avez vu ce film. Les fusils, il n'y avait pas de fusils. Donc on ne chassait pas.
Oui, je sais où tu vas en venir. Oui, on pouvait éventuellement braconner, mais moi, c'est ce que tu veux que je dise, peut-être. Bon. C'est vrai que j'habitais donc toujours, je te l'ai dit, ce fameux 56 rue de Sevin. En face chez moi, il y avait une ferme. C'est des braves gens qui habitaient là, des Italiens, Fantini sans doute. Ils avaient des plaques miniers, d'ailleurs, je me souviens, je pouvais manger tous les kakis que je voulais. Et il y avait un grand pré, et à côté de ce pré, donc environ une centaine de mètres du pont de Pierre, en pleine ville, finalement. Et au bord du boulevard de la Liberté. Il y avait un endroit, il s'appelait le parc Catala. Ce parc appartenait à une maison bourgeoise près du pont, inhabité. Et les gosses du coin, évidemment, c'était un terrain de jeu. J'allais là avec mes copains à gauche à droite, et moi j'avais repéré des percées dans les ronces qui étaient au bord du pré de chez Fantin et ce fameux parc Catalan. Je savais que c'était des lapins parce qu'il y avait des crottes. Et je me suis fabriqué un collet avec un fil de fer qui émanait d'un vieux vélo qui tenait le frein, tu vois, le frein de vélo. J'ai fait une boucle, j'ai planté un piquet en terre, enfin, c'est tout un art. Et évidemment, le soir, j'allais poser ce collet. Et le matin, bien, chaque fois que j'ai posé un collet, le matin, chaque fois, il y avait un lapin. C'était envahi de lapins, en pleine ville. Alors, pas des lapins domestiques, hein, des lapins sauvages, des lapins de Garenne. Alors, bien sûr, on ne les jetait pas, hein. On mangeait du lapin de temps en temps. Avec la bénédiction de ton inspecteur de police de père. Il a été bien plus clément que ça. À Tarbes, je te le dis, ça n'a rien à voir évidemment avec Garonne. J'attrapais des truites à la main. Oui. Il les mangeait. Oui. Donc, bien sûr, mais c'était une période, je dis, la hantise des Français, quels qu'ils soient, que ce soit à Agen, en zone libre ou en zone occupée, s'il n'y avait qu'un objectif, manger. J'ajoute que nous arrivions d'ailleurs, nous ne connaissions personne. Vous savez, quand on a des amis, surtout s'ils vendent du beurre, des œufs et du fromage, ça vaut le coup. Je ne te parle pas des bouchers et des charcutiers. Bon, le sucre. Ah si, il y a des gens qui ont été très recherchés, les producteurs de miel. Ben oui, pour sucrer, il y avait que de la saccharine à l'époque. C'était affreux tout ça. Et surtout, ne me parlez pas des topinambours et des rutabagas. Hein. Ça, c'est affreux. Donc, nous avions, dans cette nouvelle maison, nous avions un jardin. Ce qui était absolument fantastique pour nous. J'ai pêché, j'ai également bêché aussi. C'est-à-dire, tout était alimentaire, tu as raison. Tout était axé. Mon père, à force de connaître quelques Italiens un peu à gauche et à droite, j'ai mangé beaucoup de farine de maïs. On appelle ça de la polenta maintenant. Ben, nous, on mangeait ça, c'était de l'eau avec un peu de sel, c'est tout. Hein. Ça remplissait l'estomac, ça. Non, ça a été terrible. Là. Les restrictions, le mot est rapide, mais les conséquences, c'est affreux. Je te fais grâce de la quantité de pain qu'on avait droit à chaque jour. J'ai la souvenance, moi, de l'avoir liquidé pratiquement à midi, au déjeuner. Le soir, il n'y en avait plus. Bon, j'en avais quand même, hein, d'une certaine façon. Mais je mangeais la part de ma mère, c'est sûr. Gilbert parle abondamment de la période de la guerre. Sachez que c'est lui qui a fondé, avec Jean, le musée de la résistance et de la déportation d'Agen. On va revenir un peu sur la drague serre.
Michel le fait en parlant du rôle compliqué et sauveteur, et que peu d'Agenais connaissent, de la drague en temps d'inondation. Dans Alichatz. À la première annonce de crue, il fallait changer d'amarre. Oui, parce que la drague était amarrée aux deux rives de Garonne, par 4 câbles. Les peupliers, les saules, loin sur la rive, au tronc desquels nous avions souqué les câbles, s'enfonçaient peu à peu sous la nappe liquide montante, menaçant la drague de naufrage. Sous la masse de 2 ou 3 bobines de câbles d'acier en supplément, nos bateaux légers, dits gabarots ou sapinous, petites gabarres charpentées en planches de sapin, sans moteur, conduites à la godille, demandaient puissance et habileté pour remonter dans le courant et gouverner entre les tourbillons, en esquivant les chocs des arbres arrachés, des souches compactes, buissons emmêlés, meubles sortis des maisons, charpentes parfois prises à des toits détruits, cadavres d'animaux, tout un bagassé flottant qu'il nous fallait en équilibre sur ces frêles sapinous, taillés à la hache pour que les morceaux, achevalés sur les câbles, glissent et fuient par le courant. Plus loin, et là c'est dans Biogé. Accrochés à des planches ou à des poutres éparses, survenaient parfois, surpris par l'eau, de pauvres gens, émanés devant nous de la brume, naissant de Garonne. Quant à la godille, nous pouvions étaler le courant, nous les cueillions comme des prunes et les hissions à bord de nos gabarots. Au milieu même du fleuve, par le fil le plus enflammé du rapide, passa, tel jour, vers midi, un paillet entier, genre de gerbière qu'autrefois les paysans amassaient à la moisson pour la litière des bêtes. En haut duquel un paysan, fusil de chasse en main, tirait des salves pour appeler à l'aide. Tournant et roulant parmi les remous, l'amas fragile, près de se défaire, glissa sous nos yeux à une vitesse folle, irrattrapable, et alla se fracasser en aval aux voûtes du pont de pierre, dont la montée des eaux avait aveuglé la lumière. Décapité, le misérable, nous ne le sûmes jamais, noyé sûrement. De nuit et de jour, sans interruption, notre quart au fleuve durait ce que durait la crue, parfois 3 jours, parfois la semaine, ou plus. Nous dormions à tour de rôle à fond de cale, sur la sole en tôle. Nous n'avions pas toujours apporté assez de nourriture. Pain vite dur, jambon, cantal, vin rouge râpeux. Le travail nous réchauffait, plus un brasero à trous, garni de charbon de bois. Nous sommes toujours revenus, sains et saufs, épuisés, affamés, noirs de fumée, sales à puer, barbus, mains sanglantes d'avoir tant manipulé la hache et les câbles épineux, débarqués d'enfer, égarés, orgueilleux. Denis Marseille, fils de Paul, le dernier pêcheur professionnel d'Alloz d'Agen, est parmi nous. Il a lui-même pratiqué cette pêche et va nous en parler d'abord dans un témoignage enregistré. Je veux préciser, Denis s'exprime de manière assez directe sur certains sujets et formule des opinions que bien des pêcheurs partagent. Comme je le disais, nous en débattrons à la fin de la conférence. D'abord ici même, ensuite dans l'Agora. Alors Denis, nous voici à bord de Garonne, dans un secteur où 2 familles vivaient de la Garonne. Oui. L'une en pêchant des cailloux et l'autre des aloses. Ah ouais, celle-là, je l'ai bien connue. Mais ces familles se connaissaient. Est-ce qu'on peut commencer par la première, qui était la famille Serre? Oui.
Alors, la famille Serre a commencé à draguer dans Garonne bien avant que mon papa ne commence à la pêche à la Lose. Ça, c'est sûr. Mais en quelle année? Là, moi, je ne sais pas. Le seul qui le sait, il est derrière toi. Donc, moi, personnellement, je ne peux pas répondre à cette question. Je sais qu'ils ont eu une drague en aval du barrage à hauteur du pont de Pierre. Et après, quelques années après, ils l'ont déménagé et ils l'ont mis en amont du pont de Pierre à hauteur du pont de Beauregard. Et ça consistait en quoi exactement? Eh bien, à extraire du gravier de Garonne. Et après, pouvoir fournir tous les maçons et tout ce qui s'ensuit, en gravier, en sable, en tout ce que tu veux, quoi. Et donc le père de Michel faisait ce métier. Oui. Et ensuite, c'est son fils, le frère de Michel, qui a continué, qui a pris la succession. Claude. Claude. Et de ton côté, tu étais le fils d'un pêcheur d'alose, et toi-même tu as pêché la lose. Aussi, mais différemment par rapport à mon père, mais j'ai pêché la lose aussi. Aujourd'hui, la pêche de la lose est suspendue. Alors, elle n'est pas suspendue. C'est l'État qui a imposé un moratoire. Et le moratoire est tombé en 2008. Et moi, j'ai arrêté de pêcher la lose, cause que je travaillais et que je ne pouvais plus pêcher. Et puis, plus on allait dans le temps, et moins il y en avait. Donc, j'ai pas regretté d'arrêter avant. Moi, j'ai arrêté de pêcher la lose au coule, ou à la tréhoule, pour ceux qui comprennent le patois, en 2006. Est-ce que tu peux nous décrire ce que c'est qu'un coule ou une tréhoule? Alors, c'est la même chose, simplement un coule, c'est un cerceau qui fait à peu près 1,20 m de diamètre, emmanché avec un manche en bois ou un manche en bambou. Les derniers temps, c'était plus des manches en bambou que des manches en bois. Et un manche de à peu près 4 mètres de long, on va dire, 3-4 mètres de long, et une poche de filet qui fait à peu près aussi 1,20 m de profondeur. Mais au fond, c'est une grande épuisette. Ben voilà, ni plus ni moins. Qu'on manie depuis la rive ou depuis un bateau? On manie dans les deux sens. Tout dépend de l'étiage de Garonne. Tout dépend si tu as un bateau, c'est plus facile sur le bateau, c'est beaucoup moins fatigant. Et puis, tu cherches pas trop. En étant de la rive, il faut chercher à se caler sur les pierres. Faut pas que ce soit des pierres branlantes, sinon tu te fous la gueule à l'eau. Donc c'est pas très marrant non plus. Mais autrement, on la pratique dans les deux sens. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable sur un bateau. Et alors, ton père, Paul, Oui. puis toi, par contre, pour attraper les aloses en quantité, vous utilisiez des filets. Voilà. Alors, Gilbert, qui est derrière toi, appelle ça une escave. Moi, le nom de mon père, c'était une seine. Si on appelle une seine, alors, c'est un peu le principe d'un chalut pour les pêcheurs en mer, puisqu'ils balancent leur truc comme ça, et puis après c'est remonté sur le chalutier. Là, il n'y a pas de chalut. Donc, le système de lancer le filet, c'est un filet qui fait 200 mètres de long. À l'époque, mon père remontait jusqu'à à peu près la hauteur de la réserve, qui était à l'époque à 250 mètres en aval du barrage. Donc, il remontait jusqu'à la hauteur de la réserve, rive gauche, côté passage. Il remontait jusque là, il partait de là, il faisait une boucle. Quand il arrivait dans le... Alors, on appelait ça le courant de la grande passe. Si tu veux, c'est... La grande passe, c'est ça. Et le courant, si tu veux, c'était la limite de ce qui reste de la grosse pile. La grosse pile, c'est le petit morceau qu'on a derrière nous, juste là, ce petit morceau. Et si tu veux, avec le filet, il partait à l'alignement de cette grosse pile, il faisait un virage, et le repère sur la corde, il avait sur la corde des lièges, puisque c'était la corde des lièges des flotteurs, il avait un repère, il avait un liège qui était beaucoup plus gros que les autres et d'une autre couleur, et il savait qu'à ce liège, il fallait qu'il tourne pour faire le premier virage. Et après, suivant ce qu'il avait déroulé, il savait qu'il fallait qu'il tourne pour faire le deuxième virage et revenir sur la berge. Et bien sûr, il amenait le filet avec une barque à moteur. Eh bien, bien sûr. Les premiers temps, c'était à la godille et à la rame.
Et puis, ça c'était en 49. Et après, il a dit à mon grand-père, eh bien, écoute, c'est pas papa. Ils ont inventé les moteurs, je vais passer le permis rivière et je vais m'acheter un moteur. Parce que la rame c'est bien beau, mais le moteur c'est bien mieux. Denis, tu nous as prêté le document qu'on va voir. Un document de 1987 qui est précieux, car on ne reverra plus cette activité. Est-ce que tu pourrais nous le commenter? Bonjour micro. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? Je commente pas, j'ai pas envie. Bon, c'est de là que ça démarre, donc pour lancer le filet. Alors c'est la limite de la réserve. Il lance ce morceau de bois dans Garonne. La corde des lièges, c'est celle qui est près du moteur, donc à l'arrière. Et vous regardez bien les lièges, à un moment donné, vous allez voir un liège blanc passer. Il est d'ailleurs passé. À l'issue de ça, il fait son premier virage. On est pratiquement à l'alignement. Et après, il fait son deuxième virage au bout d'une certaine distance pour revenir sur la berge. Désolé, ça se passe de commentaires. Pour moi, je l'ai toujours vécu et je peux pas vous l'expliquer. C'est quelque chose. Que font-ils ceux qui ramènent? Alors, ça, c'est la corde, en fin de compte, qui est au bord. Oui, voilà, c'est ça. Et qui est reliée à un tracteur. Parce que c'est pareil, moi j'ai connu ça se faisait à la main. Et mon père s'est modernisé. Donc, cette corde est posée sur cette poulie. Une autre poulie de renvoi en amont et le renvoi sur un tracteur. Et là, c'est la fin du filet, quoi, du coup du filet et les aloses qui sont ramassées. Voilà. Et vous avez pêché jusqu'à quand? Jusqu'à quelle année? La dernière saison, c'est 87. La dernière saison, c'est 87, mais de toute façon, j'ai invité quelqu'un, Monsieur Gauthier, qui est dans la salle, qui, lui, a pratiqué cette pêche-là avec son père, et la pêche aussi, l'a eu pêché au dérivant. Monsieur Gauthier, de Couture-sur-Garonne. C'est ça. Tu peux lever la main? Il est là. Là, c'est quand même un document, ça, parce que ça aussi, ça figurera sur le site. Hein. Parce que ça, les Agenais, vous ne le verrez plus. Et là, vous voyez comment se plie le filet pour relancer le filet encore un coup, la fois suivante. Et on faisait cette manœuvre combien de fois par jour? Alors, d'après mes souvenirs, mais Philippe me confirmera, je crois que c'était 8 coups le matin et 8 coups l'après-midi. D'accord. En commençant à 8 heures et en finissant à midi. Donc, 2 coups par heure. D'accord. S'il n'y avait pas de catastrophe, à accrocher le tuf. Bien sûr. Sinon, il fallait réparer le filet. Voilà. On va reprendre le cours de l'entretien filmé. Avec M. Jean Lamotte, qui a été élu à Boé, avec M. Jean Lamotte, nous avons fait le rapprochement et on pense qu'il n'y a plus d'alose en Garonne depuis que AZF a eu cet accident. Ça, c'est une interprétation qui n'a pas souvent été avancée par... On ne pense pas, parce que bon, les gens ne le... C'est vrai que les gens n'y pensent pas, mais nous, on a fait ce rapprochement parce que si tu veux, quand il y a eu l'accident à AZF, bon, c'est vrai qu'il a fallu qu'il nettoie tous les désastres qu'il y a eu. Simplement, les eaux qui sont parties dans les réseaux fluviaux, entre autres, et qui retombent dans Garonne. Il y a dû avoir peut-être un peu de pollution qui a dû partir dans Garonne.
Et à l'époque où AZF a pété, il y avait encore des halozons dans Garonne. Donc ces halozons, ils ont crevé. Et les quelques halozes qu'il y avait aussi. Donc ce qui fait que, résultat des courses, ceux qui ont crevé ne sont jamais remontés pour frayer. Mais enfin, c'est marrant, il n'y a plus d'halose ni dans Garonne, ni dans la Dordogne, donc qui veut dire AZF tombe dans l'estuaire, obligatoirement. Donc quelque part, il y a un souci quelque part. On est bien d'accord. Il y en a dans la Dour, il y en a dans la Loire. Oui. Et ces deux fleuves n'ont pas eu d'accident AZF, ni quoi que ce soit. Donc on est bien d'accord. Pourquoi il n'y a que la Garonne qui n'a plus d'halose? Comment se fait-il que dans Garonne, on ait des siliors qui fassent jusqu'à 2,50 m? Alors, puisqu'on en parle, ton opinion par rapport Pourquoi, à la présence de ces immenses... Ouais, c'est pareil, ça aussi. Moi, je suis contre. Je pêchais encore au cool, donc ça devait être dans les années 2004-2005, un truc comme ça. Garonne était un petit peu plus haute, ça coulait ici. Enfin bref, bon, on avait un étiage un petit peu plus élevé. Un jour, en pêchant au cool, bon, pas là où je pêchais, puisque je pouvais pas pêcher, l'étiage étant beaucoup trop élevé. Je pêchais après le petit ruisseau de Riol. Et à un moment donné, j'étais en train de pêcher. Ça m'a fait un coup comme si j'avais eu 5 ou 6 aloses dans le filet. Je relève, j'ai vu que la queue, c'était un silure. Je l'ai pas gardé parce qu'à l'époque, je savais pas que c'était si nuisible que ça. J'aurais su que c'était si nuisible. Le mec, il montait dans le bateau, j'y mettais un coup de couteau, je le rebalançais à la flotte et les cendres allaient le bouffer. Hein. Mais autrement, voilà. C'est des choses qui... Je comprends pas qu'on ait pu introduire et que les pêcheurs à la ligne trouvent un plaisir à attraper un poisson comme ça. Surtout qu'ils attrapent ce poisson-là et ils le relâchent. Ça, c'est un truc, ça me... Dans la Garonne, t'as plus rien. T'as plus un sang, t'as plus un brochet, t'as plus une alose, il n'y a plus rien. Il y avait des mules à gaver, des mulets à gaver à un moment donné. On n'en a plus un seul. T'allais sous la passerelle, il y avait une flopée de mulets. Je suis sûr que le mec, il plongeait dans la passerelle, il tombait sur les mulets, il mourait avec des épines dorsales des mulets, quoi. C'est impressionnant. Tellement qu'il y en avait, ça en était noir, quoi. Et au jour d'aujourd'hui, t'as plus un mulet, plus une alose, plus un sam, plus un brochet. Ah, mais des silures, là, il n'y a pas de problème. Des silures, il y en a. Mais ils trouvent rien de mieux que d'aller en foutre les mecs dans les lacs, en plus de ça, pour te dire leur intelligence. Les poissonniers disent qu'ils ne vendent plus d'alose. Pourtant, on peut en faire revenir. Oui, de la Dour ou de la Loire, voilà. Bien sûr. C'est dommage, c'est sorti de la culture à Genèse. Ouais. Alors, moi, une chose j'y passe tous les jours devant. Quand j'arrive au passage et que j'arrive dans le rond-point en haut de chez Dionis, entre autres, et que je vois les aloses peintes à la main, tu sais, sur le rond-point, tu regardes, tu as la photo du pont-canal avec la passerelle, le pont-canal, machin, tout ce qui s'ensuit, et l'imitation de la Garonne, quand tu contournes un petit peu, avant de regarder les vignes qui sont plantées au-dessus, tu vois des belles aloses qui ont été plus ou moins bien peintes et tout. Eh bien, tu vois mais tu ne fais que les voir en image. Les Agenais, ils ont perdu l'envie. Après, bon, tu prends des jeunes comme Hélène ou comme la dame ou même comme le caméraman. Je suis sûr que des aloses, ils en ont peut-être, eux, jamais vu parce qu'ils sont vraiment jeunes. Et ils en ont peut-être même jamais mangé de leur vie. C'est vrai ou pas? C'est faux, t'en as mangé? Ça, c'est bien. Où? Ah ouais, ça, c'est moins bon. La meilleure, c'est l'alose grillée non écaillée et au feu de bois. Moi, ça, c'est ma spécialité. Il y en a un, il est là, il y en a déjà goûté. Il m'a dit, moi, Denis, je me suis pété le bide. Est-ce que tu peux nous dire un mot maintenant de ce barrage en mauvais état qui est derrière? Alors, le barrage a été construit à la même époque que le pont-canal, déjà. Donc ça date de Napoléon III. J'ai pas été très fort en histoire. L'architecte, c'était Pierre-Paul de Riquet. J'ai quelqu'un qui me le confirme à côté. Et
Il a été construit à l'époque pour alimenter le canal latéral à la Garonne, puisque nous, ce n'est pas le canal du Midi, le canal du Midi, c'est à Toulouse. Donc le canal latéral à la Garonne, quand ils ont séché le canal latéral, pour des travaux, il fallait bien le remplir. Et donc, par le biais du canalet qui est derrière les pales planches que nous avons de l'autre côté, le caméraman fera un plan après pour vous expliquer le canalet. Le canalet partait de derrière le barrage et allait jusqu'aux maisons inclusières qu'il y a au passage. Et de ces maisons inclusières, du fait qu'il y avait des écluses, ça repartait sur le canalet, là où ils ont construit les maisons au passage, entre autres, qui se déversait dans le canal latéral à la Garonne, derrière la 4e écluse. Et à ce moment-là, on réalimentait le canal latéral à la Garonne par là. Donc le barrage date de cette époque. Et le barrage a fonctionné jusqu'à la dernière année. La dernière année, je crois que j'étais petit, hein. C'était en 69, je devais avoir 7 ans, un truc comme ça, où j'allais avoir 7 ans. Merci, Denis. Bravo. Donc, il est clair qu'on reparlera tout à l'heure de ces questions soulevées dans cet entretien. Je passe à l'intervention de Franck Ibagnès. Alors, Franck Ibagnès est écologue. Il a une compétence universitaire, mais aussi une compétence de terrain. Je lui ai demandé de nous parler de la faune de Garonne, telle qu'elle était l'année, par exemple, de la naissance de Michel, et puis celle qui la peuple aujourd'hui. Alors les poissons, mais aussi bien les oiseaux, les insectes, les mammifères. Et puis de nous parler des raisons de l'évolution. Il préfère parler à ce micro. Voilà, tout le monde m'entend bien là? Ça va comme ça? Il y a encore du souffle, oui, là. Voilà. Bonjour, mesdames et messieurs. En préambule, je voudrais avoir une pensée pour Michel Serres. Justement, qui de par sa pensée philosophique et son regard sur le vivant a apporté un plus d'humanité et autre chose à laquelle je tiens, et d'animalité en nous, dans nos réflexions. Le hasard existe en biologie, à savoir qu'il fait partie des paramètres de l'évolution, et a permis une diversité de formes de vie sur notre planète. Il a aussi permis, ce hasard, que des penseurs voient le jour et nous apportent leur lumière. Voilà, voilà.
Je vais traiter de l'évolution de la faune depuis les années 30 jusqu'à aujourd'hui. Je ne peux aborder cela sans évoquer la transformation d'ordre anthropique qu'a subie Garonne, à savoir que toute espèce animale ou végétale a besoin d'une niche écologique, d'un habitat qui lui est propre, et que si cet habitat est modifié, il y a des conséquences sur ces populations animales et végétales. Et donc, certaines s'adaptent, d'autres disparaissent. C'est un phénomène évolutif classique, mais qui en temps normal prend des milliers d'années, et qui sur Garonne n'a pris que quelques dizaines d'années. C'est-à-dire que quelques dizaines d'années de transformation ont suffi à balayer des milliers d'années d'évolution et ont transformé radicalement le fonctionnement hydrographique du cours d'eau, du fleuve, mais aussi les populations animales et végétales qui y vivaient. Ainsi que, comme l'a souligné M. Cosculuela, les populations humaines qui ont eu un divorce non consenti avec Garonne par l'évolution de nos technologies. En effet, Garonne, qui est un fleuve sauvage, au faciès changeant, modelé par les crues, les atterrissements, les bras morts, les bancs de gravier, la répisylve. Donc, la répisylve, c'est les boisements qui sont rivulaires le long des cours d'eau. On appelle ça une répisylve. C'était des répisylves diversifiés. Déjà au XIXe siècle, des modifications pour améliorer sa navigabilité par dragage existaient. Mais ce n'était rien à côté de ce qui allait suivre. L'évolution des L'évolution des villes, donc les populations ont migré des campagnes vers les villes ont grandi, les besoins en matériaux ont aussi évolué, les technologies ayant évolué. Et il faut savoir qu'Homo sapiens, c'est aussi un Homo technicus, il adore. Les besoins en matériaux de construction ont amené une politique d'exploitation du lit mineur pour extraire des granulats. Donc sur un cours d'eau, il y a un lit mineur, c'est là où l'eau est d'une manière générale, et un lit majeur qui englobe notamment ici des zones de crue. Donc cette exploitation dans le lit mineur était nécessaire pour l'évolution technologique, donc l'utilisation pour les routes, pour le béton, entre autres. C'est principalement à partir des années 60 que cela a pris un essor fulgurant, avec un maximum dans les années 80. Sur l'ensemble de son cours, Garonne a été exploitée là où existaient des gisements de granulats, sur une épaisseur de 1,50 m à 3 m en moyenne, jusqu'à la molasse. La molasse, c'est un grès calcaire ou argileux qui compose le fond majoritairement de Garonne. Voilà. Ceci a entraîné une érosion. L'exploitation des granulats a entraîné une érosion. Alors, soit il y a deux types d'érosion, soit c'est une érosion progressive, je vais expliquer rapidement, ou une érosion régressive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites une excavation dans le lit mineur du fleuve, il y a des phénomènes de turbulence d'eau et de transport de matériaux qui se mettent en place, à savoir que dans le cadre de l'érosion progressive, juste après l'excavation, se créent des systèmes de tourbillons qui exportent les granulats, la matière, plus vers l'aval. Donc, il y a un transport de matériaux qui n'était pas aussi important avant, qui se fait. Il y a une action mécanique forte. Et dans les régions régressives, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'au-dessus, à l'amont de l'excavation, il y a aussi un transport de matériaux qui vient éventuellement combler le dit trou qui a été fait ou amener encore un peu plus loin ces matériaux. Et cette érosion régressive remonte et peut remonter très loin comme cela, en modifiant bien sûr les milieux qui sont en amont. Alors ceci a modifié profondément le fonctionnement hydrologique, biologique et physique de Garonne. En faisant quoi? Qu'est-ce que ça a occasionné? Un rabattement de nappes par transfert de nappes phréatiques vers Garonne, c'est-à-dire que les nappes phréatiques périphériques sur les terres exploitées, agricoles ou non agricoles, ont vu leurs nappes phréatiques baisser de fait. Étant donné que le lit mineur a été rabaissé, eh bien, la nappe a suivi. Les nappes périphériques ont suivi. Donc il y a eu un rabattement de nappes sur l'ensemble
On ne va pas prendre cas par cas, mais sur l'ensemble du bassin versant, enfin, à proximité de Garonne, hein, quand même. Hein. Ça agit sur quoi? Ça agit sur la turbidité de l'eau. À savoir qu'à partir du moment où vous remuez le fond d'un cours d'eau, quel qu'il soit, vous mettez en suspension les fines, c'est-à-dire tout ce qui est organique, avec une granulométrie extrêmement au niveau du micron. Et toutes ces fines se sont vues transportées par l'eau et se déposer plus en aval, avec des conséquences que je peux vous donner. Ça a surtout induit une mortalité catastrophique de toute l'entomofaune. L'entomofaune, ce sont tout ce qui est insectes aquatiques. Là-dedans, on peut parler de la manne, enfin donc des éphémères, des trichoptères, de tous ces animaux du monde des insectes qui vivent dans l'eau et qui sont à la base, ou quasiment à la base, de la nourriture du vivant, c'est-à-dire des poissons et de tous les êtres qui vivent dans le cours d'eau. Donc, à partir du moment où vous cassez une chaîne alimentaire, fatalement, il y a des répercussions. Il y a des problèmes de diététique. Et la diététique, on l'omet souvent, mais ça, c'est indispensable à la survie des êtres vivants. S'il manque une proie d'un certain type à un moment donné dans l'évolution, par exemple d'un alevin, cet alevin, il ne vit plus. Il n'a plus la proie qui lui était dédiée, elle n'y est plus, il ne peut pas s'adapter, il ne va pas prendre une fourchette, un couteau et manger du silure. Non, ça c'est plus possible. Donc il est obligé, il disparaît. Voilà. Alors cette turbidité a impliqué une mortalité importante des invertébrés, mais aussi ça peut avoir un impact sur les alevins, avec une mortalité qui a été mesurée, donc ça je vous donne des chiffres qui ont été mesurés, jusqu'à 75% des alevins qui meurent à cause de cette turbidité, à cause de... Donc pourquoi? Parce que ces microparticules se déposent notamment dans les branchies et meurent par asphyxie. Voilà. Hein, donc ça a un impact fort sur tout cela. Ça a un autre impact que je peux déjà en parler maintenant, mais c'est un impact, le fait qu'il y ait cette turbidité, il y a la photosynthèse, donc le phénomène qui permet la croissance des plantes ne se fait plus bien, étant donné que le soleil, la lumière ne peut pas rentrer profondément dans l'eau. Donc les herbiers, eh bien, pareil, les herbiers, ça les fait disparaître, au moins en partie. Hein. Je ne suis pas en train de vous raconter de catastrophisme, je vous parle de choses factuelles. Voilà. Un dépôt important de ces matériaux, de ces fines, mais pas que des fines, mais principalement quand même les fines, en suspension, a entraîné un colmatage des frayères, hein, un pavage et un colmatage des frayères. À partir du moment où le poisson, la lose en l'occurrence, mais ça peut être les sturgeons, ça peut être les salmonidés, ne trouve pas le milieu adéquat pour pondre et de façon à ce que les œufs puissent évoluer normalement, eh bien, c'est fini. C'est-à-dire que même si vous n'avez pas exploité la zone, on a laissé les granulats tels qu'ils étaient, mais vous avez ces fines qui se déposent, c'est fini, il n'y a plus de frayère. Ou s'il y a frayère, si les poissons habituellement venaient pondre là, même s'ils continuent à venir pondre, ça ne donnera rien ou pas grand-chose, en tout cas. Alors ça qui est aussi occasionné, je suis obligé de passer par tout cela hein, avant de vous parler de la faune, et j'espère que je serai dans les temps, mais c'est important, parce qu'en fait, il y a faune s'il y a un milieu diversifié, s'il y a des écosystèmes riches, sinon il n'y a rien. Voilà. Et sous le béton, il n'y a pas d'oiseaux, il n'y a pas de poissons, il n'y a rien. Alors ça a occasionné un assèchement des bras morts. Les bras morts sur tous les fleuves. Alors je pense à la Loire, qui est encore un fleuve qui a la chance d'avoir beaucoup de bras morts et qui est dans un état pas trop mal. Sur Garonne aussi, les bras morts, le fait de rabattement du niveau de l'eau a occasionné un assèchement supplémentaire de ces bras morts. Et les bras morts, ils ont un rôle important pour la faune, d'une manière générale, que ce soit l'ichthyofaune, donc les poissons, qui peuvent l'utiliser comme frayère pour certaines espèces, mais ça peut être, dans le monde des insectes, les libellules, hein, donc le groupe des odonates, qui, eux, ont besoin d'un certain milieu. Alors, il y a des libellules qui fréquentent l'eau vive, mais la majorité, quand même, préfère les eaux un peu plus dormantes pour pondre. Voilà. Donc, ça a occasionné un impact important sur l'ensemble de la biodiversité, et ainsi que sur les oiseaux. Hein, tous les oiseaux liés au milieu humide, c'est-à-dire aux roselières, aux étendues de Tifa, aux carissés, tous ces milieux-là, eh bien, si le milieu n'existe plus, l'oiseau, il n'a aucune raison d'être là. Hein, il lui faut une niche écologique bien spécifique, elle disparaît, il disparaît. C'est simple. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de protection des espèces, de protection, mais est-ce qu'on protège leur milieu ? Beaucoup moins. Donc, vous pouvez protéger une espèce, c'est une médaille en chocolat que vous lui mettez autour du cou, si vous ne protégez pas le milieu dans lequel elle vit. Vous protégez son milieu,
je dirais presque qu'il n'y a pas besoin de protéger l'espèce, quoi. Elle se protège par elle-même parce qu'elle peut vivre. Hein, voilà. On continue. Ça organise quoi? Donc la transformation des ripisylves, je disais, par assèchement éventuellement, mais surtout parce que le rabattement de niveau d'eau a occasionné un affouillement des berges, et donc, lorsqu'il y a des crues importantes, eh bien, les arbres sont déracinés, sont emportés. Donc, encore une fois, ça, cet impact-là. Ça, surtout pour quelque chose qui me touche beaucoup par rapport aux oiseaux, la disparition de nombreuses bandes de graviers, favorables à la nidification d'espèces emblématiques telles que les sternepierre-garins. Alors, sternepierre-garin, c'est comme une mouette, on va dire, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un oiseau qui vit en mer le restant du temps, la sternepierre-garin. Elle passe l'hiver plus au sud sur les côtes africaines. Et elle est piscivore, et elle est bien nichée, elle est nichée essentiellement sur des bancs de gravier. Alors aujourd'hui, on niche un petit peu dans la région, j'en parlerai peut-être plus tard, oui, de cela, mais ça a beaucoup diminué, c'est une espèce qui a beaucoup diminué. Alors on voit des bancs de gravier maintenant, mais en période d'étiage. Or, quand les sternes veulent nicher, c'est au printemps. Et au printemps, s'il n'y a pas les bancs de gravier qui conviennent, elle n'est pas là. Niche aussi sur ces bancs de gravier des gravelots. C'est un petit échassier, hein, le petit gravelot, qui adore nicher là-dessus. Alors il utilise d'autres milieux maintenant parce qu'il s'adapte assez bien aux gravières. Une chance pour lui. Il y a aussi le chevalier guignette, c'est un petit échassier aussi, mais qu'on trouve encore sur Garonne, mais très en amont. Voilà. Mais apparemment, il nichait aussi ici, de ci, de là. Il fut un temps. Ça a un impact aussi sur les rivières qui se déversaient dans Garonne. C'est-à-dire qu'il y a eu un rabattement du niveau des rivières se déversant dans Garonne. Fatalement. Si le niveau des hautes eaux de Garonne est bas, les rivières, elles suivent la chose. Hein. Le flux la vitesse d'évacuation de l'eau est supérieure. Donc il y a eu un abaissement de la ligne d'eau qui est très important. Une destruction importante des frayères à salmonidés, hein, je ne parle pas que du saumon, il y a d'autres poissons dans les salmonidés, enfin une autre espèce qui a été touchée, des esturgeons et des aloses. Voilà, tout ça a été très important. Il y a eu une érosion et un enfoncement du lit mineur qui a occasionné aussi une accentuation des pentes, donc des berges. Et cette accentuation des berges a favorisé les effondrements des berges et l'érosion des berges. Voilà. Alors, l'abaissement de l'eau a occasionné une augmentation de l'eutrophisation, c'est-à-dire ça a un impact hydrobiologique. Le fait que les eaux s'eutrophisent, je crois avoir discuté avec M. Guimont, avant il y avait des éphémères, il y avait ce qu'on appelle des porte-bois, hein, donc là, des trichoptères. C'est sûr que s'il y a eutrophisation, toute cette entomofaune excite, terminée, elle n'est plus là. Donc vous aurez d'autres choses, mais pas ça. Peut-être un peu plus de moustiques. Bon, voilà. Bon, quand on est piqué, on sait qu'on est vivant, donc ça va. Alors, autre chose, il y a eu une accélération. La vitesse, une accélération du flux de l'eau qui a occasionné une aggravation des crues. C'est-à-dire que, où que l'on canalise, où que l'on accélère la rapidité d'évacuation des eaux, il y a un moment où il y a un goulet d'étranglement. À ce goulet d'étranglement, lié à différents paramètres de la morphologie du cours d'eau ou de ces berges, eh bien l'eau, elle bloque, elle monte sur les berges et elle inonde. Alors effectivement, on a peut-être diminué ainsi un peu partout des inondations, mais là où ça inonde aujourd'hui, c'est la Bérésina. Hein, c'est-à-dire que ça inonde beaucoup plus ces zones-là qu'avant. Avant, c'était un petit peu partout. Il y avait donc des bassins écréteurs de crues qu'on appelle, c'est-à-dire des zones un peu en contrebas, souvent des prairies où on mettait à packager les vaches à la belle saison. Et ces zones-là recevaient les eaux à un moment donné, et ça avait un rôle, ça servait de frayère, il y avait beaucoup d'oiseaux qui s'arrêtaient en migration, et ça apportait des limons sur les terres qui amélioraient la qualité des sols, et donc les récoltes en herbe, et donc le pâturage, et donc la vie des paysans. Je vais essayer de faire un peu plus vite peut-être. Non ? Bon. Alors ça, surtout ce qui a fait que tout ceci s'est arrêté, enfin cette exploitation, c'est pas la conscience du milieu, c'est pas les pauvres poissons ou les pauvres oiseaux ou je ne sais trop quoi ou ceux qui avaient une relation romantique avec Garonne. C'est surtout que ça a occasionné la déstabilisation des ouvrages d'art, ponts et autres. Sur la Loire, la même chose.
et les accidents et les répercussions économiques de la chose, là, ont été prises en compte. C'est ce qui a modifié et limité l'exploitation des granulats dans les fleuves d'une manière générale chez nous, en France, et sur Garonne. Je crois quand même dans le Lot-et-Garonne, et non, c'est la Gironde, je crois, qui a été la dernière à limiter l'exploitation dans le lit mineur. Et maintenant, les exploitations se font sur le lit majeur. Voilà. Hein, parce que la gourmandise ne cesse d'augmenter. On parle de construire de façon responsable. Si vous allez sur Bordeaux actuellement, il y a tout un tas de grues, ce n'est pas des grues cendrées d'ailleurs. Et puis les autres grues, il y en a moins d'ailleurs, celles qu'on rencontrait un peu plus vers Mériadec. Et maintenant... et donc, les constructions, c'est du béton vibré. Béton vibré, ça veut dire granulat, ça veut dire Lafarge, ça veut dire et compagnie, quoi. On en est loin. En Scandinavie, ils construisent même des immeubles maintenant en bois. Bon, on n'en est pas encore là, ça viendra. Voilà. Un jour, on aura les deux fils qui vont se toucher, ça marchera. Alors, j'en étais où Voilà, ça a occasionné cela. Ça a augmenté aussi, accéléré l'augmentation du marnage. Le marnage, c'est la différence qu'il y a entre un niveau haut, le niveau haut des eaux, et le niveau bas. Donc ce marnage est très important aujourd'hui, avec des conséquences écologiques aussi qui sont très fortes. Hein. Il y a certaines espèces qui s'y adaptent, d'autres s'y adaptent peu. Alors je verrai, dans la faune, on verra qu'il y a des espèces qui sont adaptées à tout cela, bien sûr. Donc oui, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout ça c'est dit. Alors, en plus de ces conséquences désastreuses pour l'écosystème aquatique, mais aussi terrestre, sans parler des retombées économiques et sociales, la qualité de l'eau est impactée par les intrants agricoles. Ça, c'est là comme ailleurs. Les intrants agricoles, et par quelque chose que l'on ne maîtrise pas bien, enfin, que le grand public ne connaît pas bien, c'est les microparticules plastiques. Alors, la Garonne, c'est un des moins touchés en France, mais on estime à peu près à 10% des poissons qui sont atteints. Hein, par ces microparticules plastiques. Or, je vous garantis, vous trouvez encore beaucoup de plastique à jeter, et je trouve même qu'il y en a de plus en plus. On dit qu'on fait des efforts, mais moi je trouve que les gens achètent de plus en plus des choses sous blister plastique, et tout ça, c'est poubelle, et on sait où ça finit. Bon, c'est vrai qu'on recycle, donc on peut consommer à bloc. Voilà. Cette dernière problématique n'est pas trop forte dans Garonne, je vous disais. Et la faune dans cela. Si au travers de tout ce que je viens d'énumérer, on comprend bien l'impact sur les poissons, il ne faut pas oublier l'entomofaune aquatique, ce que je l'ai dit tout à l'heure, qui rentre dans les chaînes alimentaires. Oui, j'arrive déjà au bout. Alors, aïe. J'ai pourtant fait vite. On le voit bien. Tu vas être obligé d'aller à l'Agora. Voilà. On va suspendre. Alors, on va faire un moratoire du côté de Franck. Et il reprendra ce sujet extrêmement riche et important tout à l'heure. Tu poursuivras ton propos. Oui. Monsieur, je peux. Je t'en prie. Juste une chose pour leur donner l'eau à la bouche. Oui. Juste un petit mot sur la loutre. Hein, la loutre d'Europe. Moi, je suis issu du milieu universitaire et j'ai travaillé sur la loutre en 80 dans toute l'Aquitaine. Et la loutre, bien, elle était peu présente. Elle était présente, on est un des derniers bastions où elle a pu s'en sortir. Mais entre 80 et aujourd'hui, eh bien, la loutre, elle a mangé du top 7 et elle recolonise à fond tous les cours d'eau. Donc, dans le Lot-et-Garonne, elle est présente un peu partout, et tant mieux. Seulement, c'est un animal discret qui est plutôt nocturne, mais ça, c'est les résultats de l'exploitation. Enfin, il y a eu une chasse intensive qui s'est faite sur la loutre parce qu'avec une peau, un paysan, il vivait très longtemps. Enfin, un paysan ou un quidam, avec une peau de loutre, ça se vendait très cher et donc il gagnait beaucoup d'argent avec ça. Bon, ça a fait. Mais aussi tout ce qui est les PCB qui ont aidé la loutre à disparaître, hein, vite fait, bien fait. Mais la loutre revient. Elle est de plus en plus présente, donc elle n'est pas loin d'ici. Hein. J'ai eu à faire des inventaires loutres plus en amont sur la Garonne. Elle vient jusqu'à Toulouse, la loutre. Elle est au-dessus de Toulouse, il y en a un petit peu partout qui se baladent. Et ici, je n'ai pas fait d'inventaire sur la Garonne même, mais sur les cours d'eau environnants, elle est très présente. Donc,
elle est aussi présente probablement sur la Garonne. Je dis probable parce que je n'ai pas trouvé ni une épreinte ni une empreinte de loutre sur Garonne. Donc les épreintes, ce sont les excréments de la loutre. On dit une épreinte parce qu'épreindre, c'est faire un petit tas. Et la loutre fait ses excréments de façon mesurée, parce que ça sert de marquage. Donc elle fait un petit peu là, elle s'en va plus loin, elle fait un petit peu là, et c'est pour dire aux copines et aux copains, attention, moi je suis là. Voilà, j'en arrête là, on reprendra après, si vous voulez bien. Je suis désolé, je devais durer 20 minutes, et en fait, je merde. Voilà. On reprendra ce sujet si intéressant tout à l'heure à l'Agora. Il nous reste... Alors, l'intervention de Philippe Guimond devait se faire en 2 temps. D'abord, il a écrit un texte qui vaut ceux de Pagnol, sur sa découverte de la pêche à Agen dans les années 60. D'abord au Canal et ensuite en Garonne. Ce texte, c'est crucifiant pour lui, mais on n'a plus le temps de le faire. Toujours pareil, les politiques prennent toute la place et il faut qu'ils s'expriment à 17h10. Donc, il va se cantonner pour l'instant à la deuxième partie de son propos, qui est de prolonger... Ah non, là vous l'aurez sur le site Garonne. J'espère même qu'on pourrait le filmer peut-être, en train de le dire. Pourquoi pas, Daniel? Non, là, on a 20 minutes et on va prolonger les propos de Franck par un élargissement à toute la problématique Garonne. Et là, Philippe, qui est aussi un chasseur-cueilleur, mais quelqu'un qui a beaucoup réfléchi sur la Garonne, va lever lui aussi d'autres questions et déboucher sur les questions auxquelles répondront Jean Dionis et Jean-Louis Molinier. La parole est à toi, Philippe. Alors tu commences où tu veux. Il y a un micro là, il y a un micro là. Tu commences après ton récit sur ta découverte de la pêche. Parce qu'on a le temps que de ça pour l'instant. Ça va être moins rigolo que ça aurait été si on avait eu 20 minutes de plus. Alors, là, est-ce qu'on est bon? Oui. Je vous expliquerai. Oui, alors, donc, mon intervention se résumait à une petite histoire qui était calquée sur la métamorphose des éphémères et mon ressenti sur le passé, le présent, voire le futur de Garonne. Donc, on en est au ressenti. Je pose la question, agonie. Depuis des siècles, Garonne est considérée comme une ressource. On y puise sans vergogne. Les grands barrages, les premiers mis en cause, les plus célèbres sont ceux de Toulouse, le Bazacle, de Malose, de Golfech. Le premier, le Bazacle, fut inauguré en 1890 pour fournir de l'électricité à Toulouse. Sa passe à poissons a été inaugurée en 1989, soit un siècle plus tard. On s'en glorifie à Toulouse, on y a fait un musée, on met ça en scène, c'est formidable. Mais entre-temps, le saumon atlantique a disparu de Garonne. Ses frayères se trouvaient 15 km au-dessus du barrage du Bazacle. Malose. Alors, Malose, pas de passe à poisson. Golfech, une pseudo-passe à poisson, un ascenseur à poisson qui ne donne pas des résultats extraordinaires, hein, vous me le confirmez. La véritable passe à poisson a été inaugurée cette année à Malose, 40 ans après Golfech. Voilà. C'est ça, la rançon du progrès, diront certains. On peut s'en contenter, mais apprend-on de ses erreurs? Très certainement pas. Et là, c'est un point dans lequel on retrouve le débat philosophique. Michel Serres lutta toute sa carrière contre le cloisonnement des sciences. On peut se demander ainsi si l'ingénieur en charge de la mise en place d'une centrale nucléaire
à la moindre notion de biologie, voire d'écologie, bon, pas au sens politique du terme, d'accord, hein, mais il faut croire que non. 40 ans de retard sur une passe à poissons. Entre-temps, la truite de mer a disparu. Les aloses, ben Denis en a fait le constat. Les lamproies, c'est la même chose. L'esturgeon, lui, il est déjà passé à la casserole. Et le saumon, pareil, un siècle avant. Donc, les pêcheurs, très rapidement, ont commencé à tirer la sonnette d'alarme. Dès le début du XXe siècle, un organisme, enfin une association de pêcheurs, plutôt de gens de la haute société quand même, puisque c'était essentiellement des pêcheurs de salmonidés, désignés sous le terme de Fishing Club de France, ont commencé à monter au créneau sur les problèmes de pollution au début du siècle. Au début du siècle. Leur revendication était une eau pure pour tous. Qu'en est-il à l'heure actuelle? On peut se le demander. Les biologistes ont pris le relais aussi. Et enfin, à l'heure actuelle, les problématiques de protection sont prises en compte. Une association comme Migado, en 80, a commencé à envisager et à mettre en œuvre la sauvegarde des migrateurs de Garonne. Les gravières sont enfin... Les frayères sont enfin accessibles. Super. Nous sommes sauvés. Hélas, pauvres poissons naïfs, vos frayères, entre-temps, ont disparu. Donc, je passerai sur le sujet qui a été évoqué déjà par Franck, de l'exploitation des granulats, rappelant qu'une frayère à poisson est une granulométrie de gravier spécifique à l'espèce de poisson. C'est-à-dire qu'une frayère à alose ne conviendra pas à un esturgeon, et réciproquement, l'œuf de l'esturgeon n'ayant pas le même diamètre que l'œuf de l'alose, et il lui faut donc un gravier qui permet de capter les œufs, mais de suffisamment les oxygéner, afin qu'ils ne soient pas envahis de champignons, de végétaux, et qu'ils aient leur taux d'oxygène. Là où la gravière a été enlevée, c'est mort. Alors, je ne vous parlerai pas des invertébrés aussi, Franck en a parlé. Et je vais parler d'un autre, le pêcheur. Alors lui, le prédateur ultime, croit-on. Lui, il est facilement identifiable. Il n'est pas invisible. Tout le monde a vu dans le Petit Bleu la photo du cendre ou du brochet de Marcel, ou plus actuellement le silure de 2,50 m de Christopher pris en aval de Beauregard sur la frayère à alose et relâché dans la même frayère. Donc l'administration s'est attachée depuis des siècles à lui fixer des règles, souvent réclamées par les pêcheurs eux-mêmes, bien sûr conscients de la nécessité, s'ils veulent préserver leur loisir, de préserver la ressource. Donc, bon, je vous passe toutes les mesures qui ont été prises depuis des décennies et des décennies, de même pour les professionnels, même si les mesures auraient pu être imposées plus tôt et donc être moins douloureuses au final, mais là aussi, on a facilement incriminé le pêcheur, alors que quand même, il est soumis à une administration dont on peut se demander quel est son rôle quand même, parfois. Je ne parle pas de la fédération des pêcheurs. Voilà. Si pendant ce temps, si après toutes ces mesures, les barrages, la destruction des frayères, la pollution, le réchauffement climatique, et encore là, le réchauffement climatique des eaux n'est pas dû que au réchauffement climatique. Nous en avons un bel exemple ici. Enfin ici, pas là, mais un petit peu plus haut dans Garonne. Et aussi un petit peu plus bas, en Gironde. Les prélèvements d'eau, etc., poursuivent leurs œuvres mortifères. Ben, ça n'est fini. Ça n'est fini. Et depuis l'interdiction de la pêche de l'alose en 2008, enfin le moratoire, hein, Denis, est-ce que la population d'alose a augmenté? Elle a survécu, voilà. Elle se fait un peu raboter quand même par l'action du silure, mais
Ouais, voilà. Bon, ensuite, on peut se demander, face à tous ces efforts pour essayer de maintenir sous perfusion ces maigres populations, on peut se demander qu'en sera-t-il de la pérennité de l'engagement financier de l'État, des régions, des collectivités, des exploitantes centrales. Encore une fois, on constate que réparer les erreurs du passé coûte terriblement cher et que rares sont les volontaires pour financer un projet dont l'impact économique sera bien moindre que celui d'une ligne à grande vitesse. Le dernier venu, alors lui, le silure, le super prédateur, il pourrait mettre tout le monde d'accord contre lui. Il dévore les derniers migrateurs de Garonne. Il a une sale gueule. Les gros spécimens sont pollués et non consommables. Mais quel poisson de Garonne n'est pas touché par la pollution au PCB? Le PCB, je vous rappelle, c'est le pyralène. Très peu dégradable, rémanent dans l'environnement pendant des siècles, voire des décennies. Je ne sais pas, Franck, des décennies, hein? Le pyralène, ouais, ça me fait. Ouais, enfin, c'est terrible, quoi. Ouais. Donc le silure, c'est le bouc émissaire parfait. Est-ce que tu es en train de dire que carrément, les poissons de Garonne, il ne faut pas les consommer? Ah ben, l'anguille, non, déjà, tu dis pas ça. L'anguille qui est déjà classée dans les poissons gras est interdite à la consommation en Garonne, interdite à la pêche. Et, ah non, ça y est, on est revenu. Ah oui, ah ben dis donc. Mais on m'a pas averti. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Mais enfin, pas... Ouais. Bon, enfin, sur l'anguille, hein, là j'en parlerai pas, parce qu'on aurait pu parler, mais on en parlera à l'Agora aussi, de la problématique de la civelle. Voilà. Voilà. Voilà, le silure, bon, ben, le silure, il est là pourquoi? Ben, parce que l'homme l'y a mis, encore une boulette. On remarquera que chaque fois, quand même, c'est l'action anthropique qui génère les problèmes, et qu'un problème, plus un problème, plus un problème, font que tout est imbriqué, et on en arrive à... Voilà. Et on en arrive à ne pas trouver de solution, quoi. Hein. Espoir. Alors, espoir. Pour continuer à espérer, il faut se débarrasser de certains faux espoirs. Ainsi, le développement durable que l'on tente de nous infuser, cela me valut d'être tensé par un inspecteur de l'éducation nationale. J'espère qu'il y en a un ici. Pourtant, pêcheur à la mouche, à qui j'avais osé faire remarquer qu'employer cette expression était, me semblait-il, être un oxymore dans un monde fini. Voilà. Bon, ben, apparemment, j'avais pas tout compris. Bon. Mais quelle utopie, quelle utopie que le développement durable. L'homme est encore et toujours au centre. Quand va-t-on se décider à tenir compte du monde tel que le définit Michel Serres dans le contrat naturel? Voilà. Que se passerait-il si Garonne, sujet de droit, demandait réparation? Ben, je pense qu'un jour, elle va nous demander réparation. Elle est déjà en train de nous demander réparation. Et on voit que là, il faut mettre la main à la poche et que, bon, ça va être compliqué, quoi. Enfin, de nombreux acteurs s'y appliquent. Bon, on l'a vu, lentement, hein, jusqu'à plus d'un siècle pour une passe à poisson. Depuis à peine quelques décennies, je dirais même moins peut-être d'une décennie, pour régler les problèmes de pollution. Alors, les pollutions urbaines, déjà, les stations d'épuration sont en service, mais souvent sous-dimensionnées ou sujettes à débordement, comme on l'a vu à Agen-Plage, où 2 fois ils ont été obligés de fermer parce que pas de peau, hein, quand même. Hein? Mais ça marche quand même. Bon, mais ouais. Voilà. Et après, la gestion de l'eau, les prélèvements de l'eau. Les prélèvements agricoles, les prélèvements urbains, les prélèvements industriels. Moi, je pense que notre capacité à juguler le réchauffement climatique sera un sacré défi. La vision de Garonne m'a traumatisé cet été. Garonne,
Mère nourricière pendant des siècles, voit son sein se tarir. Corsetée, sanglée comme une démente, entre ses digues, son sang vicié et de plus en plus souvent exsangue, on le voit encore. Elle n'a plus la force d'évacuer le bouchon vaseux, anoxique, qui fait obstacle à la remontée des poissons migrateurs et obstacle à la redescente des alevins. Pourra-t-elle un jour se relever? Serons-nous en mesure de la rétablir? En aurons-nous les moyens? Dans une région parmi les plus impactées, où se situeront les urgences? Quelles seront les priorités? L'espoir réside, comme tu le disais Jean Dionis, dans la fin du parasitisme et enfin l'entrée en symbiose avec Garonne. Voilà. Mais j'ai bien peur que ce soit un beau rêve. Voilà. Philippe, est-ce que tu peux poser les questions maintenant qui sont destinées d'abord au maire et au président de la fédération et auxquelles ils peuvent répondre dans le temps qui nous reste. Ensuite, voilà. On descendra. Alors. Ah, d'accord. Oh. Non, je ferai le modérateur. Alors, quels sont les projets de la ville d'Agen en ce qui concerne le barrage de Beauregard? Restauration et microcentrale ou arasement? Jean Dionis? Oui. Ah oui, pour faire... Attends, on n'a pas compris. On n'a pas compris la question. Pardon. Quelle est la question? Ah, ce piège à silure, là, il est... Là, c'est bon? Ah, d'accord. Donc, je répète. Quels sont les projets de la ville d'Agen en ce qui concerne le barrage de Beauregard? Restauration et microcentrale ou, plutôt que arasement, consolidation du seuil naturel. N'est-il pas temps de rendre à Garonne un peu de son intégrité? Certes, on peut comprendre le désir, la nécessité d'avoir une source d'énergie renouvelable, mais sera-t-elle verte? Quand on sait les conséquences d'une microcentrale sur la faune d'un fleuve. Voilà. Ça, c'est la première question que j'ai à poser à monsieur le maire. La deuxième, c'est quand on rentre à Agen, on tombe sur la statue de Jasmin, restaurée, et qui nous montre impérativement Garonne. Qu'en est-il des espoirs de reconnexion des Agenais avec leur fleuve? Voilà. Juste une petite parenthèse d'ailleurs. Ça, c'est Michel. Ah oui. C'est Michel. Eh bien justement, c'était de lui dont je... On dirait Jean-François aussi. Oui, c'est le même. Justement, là, ainsi que Jacques, ainsi qu'Elisabeth. C'est de lui dont je voulais parler. Il rappelle que la relation des Agenais avec Garonne est ambivalente. On l'appelait la garce, la pute, car elle nous emmerdait le plus souvent. Mais on l'aimait d'amour. Voilà. Et alors, à poursuivre son artificialisation, digue, voie sur berge, on fait baisser le danger au risque d'en oublier la prudence respectueuse qu'on lui doit, et on s'éloigne de son côté sensuel et sauvage, source de bien-être. Comme nous le rappelait M. Coscuela. Retrouvons le terrain de jeu de nos parents et de notre enfance. Voilà. Et les questions? Alors, maintenant? Monsieur Moulinier, et il prend des notes, hein, attention. Oui, chaud. Quelle est votre vision de la restauration de l'écosystème? C'est un peu vaste, ça, hein, quand même. Mais bon, on aura le temps, hein, en bas. Où en est-on des travaux sur la reproduction artificielle de la lauze et des tentatives d'alevinage en Garonne? Quelle est l'ampleur du chantier? Y a-t-il une lueur d'espoir? Et vous nous en parlerez, notamment aussi conforté par l'expérience allemande avec laquelle vous êtes partenaire. Voilà. Votre position sur le cas du silure. Voilà. Et bilan de la qualité des eaux de Garonne. Voilà. Bon. Moi, je rajouterai en bas un petit aparté sur une perversion du vocabulaire qui, à mon sens, aurait bien agacé mon oncle.
c'est la honte qu'il y a à dire pécher sans tuer, parce que tuer c'est mal, et on l'édulcore en l'anglicisant, en disant no kill, catch and release. Quelle hypocrisie! Mais quelle hypocrisie! Voilà, voilà, on en parlera là-bas. Voilà. Merci. Pour conclure sur ça, avant qu'on passe ailleurs, on commande à la nature en lui obéissant, à méditer sur ça. J'y vais. Bon, d'abord, pour vous dire que pour moi, cette causerie, c'est que du bonheur. Moi, pendant un moment, je faisais partie d'un triptyque où il y avait la famille Marseille, et puis il y avait la drague de Serres, et puis nous, on était de l'autre côté, les Dionys, du côté de 200 mètres après, en traversant la Garonne. On a vécu ça. Et je me rappelle de mes parents pestant contre la famille Serres, parce que la drague fonctionnait le samedi et le dimanche. Et franchement, c'était dur. Ils nous emmerdent, putain, ils ne peuvent pas faire comme les autres, etc. Donc, c'était un écosystème dans lequel on était. Et voilà, donc moi, je suis vraiment là-dedans très proche de Michel. Très, très proche. Et je partage avec Philippe ce qu'il a dit, la vision de Michel. Il faut que nous arrêtions d'être des parasites. Il faut qu'on apprenne à vivre avec. Il faut qu'on rende la Garonne ce qu'on lui prend. C'est le fil directeur. Ça, c'est pour les bonnes paroles. Mais c'est très réel. Après, j'ai essayé de répondre aux deux questions. Est-ce qu'on est, nous, ville d'Agen, agglomération, pour un barrage de Beauregard? Oui, nous sommes pour. Et on va essayer d'expliquer pourquoi. Et deuxièmement, est-ce qu'on va recréer le contact avec le fleuve? Oui, on va le recréer. Et c'est un engagement un peu solennel que j'ai pris, je me revois encore en 2019, aux obsèques de Michel. Et je lui ai dit, au nom du conseil municipal d'Agen, je te fais ce serment, nous regagnerons le contact et nous regagnerons la plage, la berge sur Garonne. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, première question, pourquoi nous sommes pour le barrage? Et là, il faut revenir aux questions que pose Philippe. Est-ce que c'est pour l'énergie renouvelable? Non, c'est second. C'est pour la réserve en eau. C'est pour l'alimentation en eau d'une agglomération de 100 000 habitants. Et là, il faut, mes amis, ne pas être aveugle sur le durcissement de l'approvisionnement en eau, notamment en été. On est plus, ça a été dit par Philippe, que je retrouve avec bonheur, on était en 6e A3 ensemble au lycée Bernard Palissy et au scout ensemble. Donc, ça crée des liens. Je veux dire, attention à la hiérarchie. La première des hiérarchies, c'est l'approvisionnement en eau potable. N'oubliez jamais que l'eau que vous buvez s'appelle eau de Garonne. Hein, et qu'on a une problématique compliquée en approvisionnement en eau potable, notamment en été. Et on n'arrête pas de voir que ce qu'on appelle la crépine de l'eau de Garonne n'arrête pas d'être déplacée de la rive, donc de la rive droite, où il n'y a pas beaucoup d'eau, à la rive gauche, où la Garonne y est, compte tenu du méandre, et où il y a un peu plus de profondeur. Et ça se durcit chaque été. Donc, oui, nous sommes pour un barrage, et c'est d'abord à cause de l'eau potable. Et après, si on peut faire un peu d'énergie non renouvelable, d'hydroélectricité, on le fera, c'est second. On va passer quelques images. Je ne vais pas être très long là-dessus, mais c'est un dossier pour que vous visualisez un petit peu ça, c'est-à-dire dans quel combat on est, qui est un combat très difficile sur ce barrage de la Garonne. Il y en a pour 4 minutes, on va en mettre juste 2 minutes, parce qu'il n'y a pas de raison que Philippe ait été sanctionné et que je ne participe pas aussi à la contribution. Mais pour vous le dire seuil un de peu Beauregard est situé sur la commune de Boé et sur la commune Le Passage d'Agen, à proximité immédiate d'Agen.
il n'est que le vestige du barrage de Beauregard, construit au milieu du XIXe siècle, afin d'alimenter le canal et de le relier à la Garonne abandonnée en 1967. C'est ce La qui a Garonne été dit. l'a ensuite détruit partiellement pour lui donner son aspect actuel. Le projet consiste en la reconstruction du seuil. Une phase préalable prévoit la réhabilitation de l'ouvrage existant, en surface, sur une épaisseur de 1 mètre. Il sera ensuite réalisé un radier de béton armé sur une épaisseur de 1 mètre, supportant les clapets mobiles. Reconstruction du génie civil du seuil aux côtes historiques de 38,3 mètres. Il est envisagé l'implantation d'une centrale hydroélectrique avec des turbines VLH en rive gauche. Étant donné les caractéristiques du seuil de Beauregard, il est choisi de mettre en place des turbines VLH qui peuvent être dotées d'un dispositif d'effacement lui permettant de pivoter vers le haut à des fins de maintenance. La reconstruction du génie civil du seuil aux côtes historiques de 38 mètres 3 NGF pour les passes supérieures et de 36,9 mètres NGF pour la passe profonde permettra de sécuriser l'approvisionnement en eau de la communauté d'agglomération. Le choix est fait de mettre en place des clapets mobiles ayant pour côte supérieure 39,2 mètres NGF sur toute la longueur du seuil afin de réguler le niveau d'un plan d'eau amont et donc la hauteur de chute. Soit des clapets de hauteur de 0,9 mètres sur les passes déversantes On va arrêter. Et 2,3 mètres sur la passe. On va arrêter. Vous l'avez sur YouTube. Parce que je voudrais garder un petit peu de temps. Alors, il y a une échelle à poissons, etc. Franchement, au niveau faire attention à la faune et à la flore, on a essayé de répondre. Mais retenez la remarque initiale. Nous sommes pour parce que nous avons maintenant à sécuriser l'approvisionnement en eau potable. Alors après, il y a des tas de débats sur le partage de l'eau potable, sur etc. Mais on est là-dedans. Après, je voudrais, puisqu'on fait de la philo ensemble, je voudrais vous amener sur une interrogation. Est-ce que la solution est une solution un peu, j'allais dire, rousseauiste, de retour à l'état naturel? Moi, j'ai beaucoup de respect pour Rousseau, c'est un penseur immense. Je ne crois pas. Et attention, lorsque vous parlez de l'état initial de Garonne, hein, ce n'est pas du tout celui dont a parlé M. Kosciuszko. Hein, ça fait des siècles que les Agenais plantent des bâtons en Garonne pour canaliser le flux, pour éviter qu'il y ait des sédiments, pour couper les bras morts. Écoutez les noms de notre ville, quartier des îles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y avait un bras de Garonne qui pensait au ras des remparts. Et que les Agenais, à un moment donné, ont voulu, c'est un choix de nos anciens, ont voulu donc assécher. Pour faire quoi? Pour faire le gravier, pour faire cette esplanade. Qui reviendrait là-dessus aujourd'hui? Personne. Personne. En tout cas, je souhaite du bonheur au maire d'Agen qui proposera ça. Mais d'abord qu'il soit réélu. Alors, ensuite, moi je suis d'une maison qui était un relais de halage. Il faut revenir là-dessus. Pendant des siècles, la Garonne a été l'autoroute. Ça commence avec les Romains qui installent l'économie fluviale, hein, et qui font d'Agen un grand port fluvial. Qu'est-ce que ça veut dire que donc d'être l'autoroute fluviale? Ça voulait dire qu'il y avait un chemin de halage au pied de ma maison, de temps en temps qui passait dans l'autre berge, et que vous aviez des terrains de golf, pas un arbre. Et la police municipale faisait en sorte qu'il n'y ait pas un arbre. C'est-à-dire les arbres que vous voyez aujourd'hui, ça n'existait pas. C'était encore une fois une police qui était extrêmement dure, de manière à ce que les cordes de halage ne soient pas gênées. Aujourd'hui, vous avez des talus, et ces talus sont des zones sauvages.
je suis bien placé pour vous en parler, mais Denis pour vous en parler aussi. Il y a plein de chevreuils, il y a plein de sangliers, ça traverse allègrement la Garonne. Tout ça n'existait pas dans les siècles passés. Est-ce qu'il faut arracher tous les arbres et faire des terrains de golf comme ils étaient le long des berges? Je ne crois pas. On ne va pas remettre le halage. Dernière chose où je veux porter un peu la contradiction. La qualité de l'eau en Garonne, est-elle bonne? Elle est bonne. Elle est meilleure que dans vos piscines. Meilleure que dans vos piscines. Je signe. Je viens vous chercher. Elle est bonne. Jamais l'agence régionale de santé n'aurait autorisé Agen-Plage. Plus de 600 personnes se sont venues se baigner en Garonne. Et c'est un grand succès du retour en Garonne. Il faut en être fier. Et je pense que Michel aurait été heureux de ça. On se baigne à nouveau en Garonne. Moi, je l'ai toujours fait. La famille Dionis, on n'a jamais arrêté de se baigner et de bricoler en Garonne. Mais là, on a redéveloppé une plage. Et on l'a fait parce que l'eau en Garonne est excellente. Pourquoi elle est excellente? D'abord parce qu'il y a du courant. Parce que ça court. Hein, contrairement à vos piscines, hein, où vous êtes obligé de mettre de la javel et tout ça. Donc, moi, je crois vraiment qu'il faut être dans la vision de Michel Serres, mais pas dans une vision passéiste. Vraiment. Ça, c'est la première réponse que je voulais vous apporter. Et à la première question, est-ce qu'on est pour le barrage de Beauregard? Oui, on l'est. Pour le moment, est-il prêt de se faire? Non. C'est un combat où on est pour le moment en échec. Pourquoi on est en échec? Parce que la législation est globalement une législation un peu de retour aux fleuves sauvages, européenne et français. Est-ce qu'elle va bouger, cette législation? Je pense que oui, parce que nécessité fait loi, et qu'à un moment, le problème de l'eau s'imposera. Voilà, donc je voulais vous dire, vous affolez pas, le barrage de Beauregard, vous n'êtes pas prêt de le voir, mais c'est notre combat. C'est notre combat. Alors, c'est 12 millions d'euros. Et a priori, payé par le gars qui turbine. Jean, je veux répondre à la deuxième. C'est important. Non, pour le retour des Agenais en Garonne tel que tu le souhaites, tel que tu l'envisages, ouais. On le verra en bas, si tu veux bien, rester un quart d'heure, 20 minutes de plus. Parce que là, il nous reste juste le temps de donner la parole à M. Molinier pour... avant de quitter cette pièce. Un mot sur la voie sur berge, quand même, parce que c'est la deuxième question. J'ai eu deux questions. Tu le diras tout à l'heure. Je suis en dehors. Waouh! Alors ça c'est le pied. C'est comme à l'Assemblée nationale, tu te rappelles, tu avais un temps limité de parole. Monsieur Molinier, à vous. Bon, je suis désolé, hein, Jean, mais je serai là tout à l'heure. Alors, je ne vais pas, là, en 5 minutes, réussir, évidemment, à résumer, à répondre à tout. Moi, j'ai noté les petites questions. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié que ce soit les témoignages filmés, que ce soit les interventions de M. Dumont et Ibanez, et de dire que je partage tout à fait leur point de vue. M. Ibanez, j'ai hâte d'écouter la suite, d'ailleurs, hein, de ce que vous nous expliquerez. Je suis tout à fait en phase avec ce qui a été dit. Ce qui fait qu'en ce qui concerne les questions qui m'ont été posées, je les développerai tout à l'heure, parce que je ne vais pas y répondre en 2 minutes. Je peux toujours dire que le silure, effectivement, c'est un bouc émissaire aujourd'hui qui est facile, mais qui pose des problèmes réels. On en est conscient dans la situation à laquelle on est parvenu aujourd'hui. Sur le bilan de la qualité des eaux, alors Jean a raison sur d'un certain point de vue. Aujourd'hui, la qualité des eaux, c'est pas uniquement une qualité, on va dire une qualité en termes de ARS. Hein, voilà. Il y a aussi d'autres points, notamment tout ce qui est hydromorphologie, ce qui a été évoqué par Monsieur Ibanez. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Sur la reproduction de la lauze et l'alvinage, on le verra tout à l'heure hein, également. Il y a des choses très intéressantes qui se font. Beauregard, bon, il l'a dit en conclusion, Jean, Beauregard, la législation ne le permet pas aujourd'hui. Moi, je suis pas ingénieur travaux publics, je suis pas ingénieur énergie renouvelable, je ne suis pas écologue non plus, hein, je suis professeur d'histoire-géographie retraité, défenseur environnement, administrateur de l'agence de l'eau Adour-Garonne en tant que représentant des pêcheurs, mais pas membre du comité scientifique. J'écoute beaucoup, j'essaie d'infuser tout ce qui m'est dit. Peut-être que demain, on aura une solution compatible avec l'environnement qui permettra d'arriver à une solution qui ira dans le sens de celle de Jean, pourquoi pas. Moi, je militais pour l'instant, et on aurait pu le faire il y a 10 ans, sur la consolidation du seuil naturel, c'est le terme que j'avais évoqué,
en l'attente de nouvelles solutions qui permettront peut-être de concilier tout ça. Il faut dire quand même, M. Dimon l'a évoqué, on a inauguré cette année la rivière de contournement de Malose, qui n'est pas encore suffisante, puisqu'on a des seuils en aval qui doivent être traités. 8 millions d'euros, je ne suis pas certain que pour l'instant l'État accepte, pour l'instant, un barrage à Beauregard en ayant fait ça, mais par contre, dans cette philosophie-là, peut-être que ça pourra se faire. Moi, ce que je souhaite aussi, c'est qu'on ait une vision sur le long terme, alors sans avoir cette vision rousseauiste, mais je l'évoquais, ma formation de professeur d'histoire-géographie m'a fait que j'ai été passionné par ces sujets-là. En étant pendant 30 ans au lycée de Baudre, avec mon collègue Mathieu Laporte, j'ai étudié tout le travail de Jean-Baptiste de Baudre et de tout ce qui a été fait sur la Garonne. La Garonne, elle a changé en fait depuis le milieu du 19e siècle. Si, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, si on regarde ce dont on dispose sur les périodes antérieures, la Garonne, elle est restée sauvage jusqu'à cette époque-là. Et il y a eu des bouleversements de décennie en décennie, et en particulier, c'est-à-dire le lendemain de la guerre et la période des 30 Glorieuses, elle a porté un coup fatal à notre Garonne, plus qu'à d'autres grands cours d'eau, en raison de sa particularité. Le bouchon vaseux qu'a cité M. Dimon, c'est un des facteurs importants. Le dérèglement climatique et le changement climatique avec la baisse des débits, on le voit bien, si vous allez au pied des choses factuelles du pont de la passerelle, vous voyez que le niveau 0, on est constamment à 1 mètre dessous. Parce que c'était, et sur les vues que l'on a eues à l'écran, la Garonne aujourd'hui, elle n'a pas, même en temps normal, les niveaux qu'elle avait avant, c'est ce qu'a expliqué M. Ibanez. Avant, on pouvait naviguer sur la Garonne. Aujourd'hui, on ne peut pas. Quand Jean-François Poncet a tenté de créer ce passage entre la Baïse et le Lot, ça a échoué, non pas parce que c'était une mauvaise solution, parce qu'aujourd'hui, la Garonne ne donne plus l'eau dont elle a besoin, malgré les conventions de soutien d'étiage avec EDF, qui fait que ce fleuve, il est sous perfusion des barrages hydroélectriques des Pyrénées jusqu'à quand ? Jusqu'à quand? Et la température de l'eau. Le professeur Hervé Le Trott l'a montré, et il y a 30 ou 40 ans déjà, on avait des éléments qui nous démontraient que cette augmentation de la température de l'eau, elle est plus forte qu'ailleurs. Si sur la Dour, on a encore des poissons migrateurs, il n'y a pas de bouchons vaseux ou très peu, il y a une température de l'eau qui est différente. Cette température de l'eau naturelle, on a évoqué anthropique et naturelle, c'est fondamental. Voilà, toute cette question-là, moi j'aimerais bien qu'on y revienne tout à l'heure. Et juste pour terminer par rapport à ce qu'évoquait monsieur Dimon, oui, alors le no-kill, moi, non, pas du tout. D'abord, j'emploie le mot graciation. Et puis ensuite, je pense que le poisson, il faut le manger. On a ici des pêcheurs professionnels qui pêchent du bon poisson de Garonne. Alors les silures de 2 mètres, non, c'est pas bon. Mais les petits silures, c'est très bon. Moi, je vous invite tous les ans. Il y a soit en Dordogne, soit on fait ça à peine Saint-Sylvestre, une journée autour du silure et on peut le consommer. Il y a d'autres poissons qui sont tout à fait consommables. Et dans les périodes là où aujourd'hui on nous dit on va avoir des pénuries de choses ou d'autres, mangez du poisson de Garonne. Il est bon et baignez-vous l'été au bord de Garonne. Voilà.